donner la parole à Madame Bensouda pour sa présentation que vous avez donc en français devant les yeux. Thank you very much, Cherry, for that, and thank you for your kind introduction, Your Excellencies, ladies and gentlemen, honorable guests in your respective ranks, titles, and qualities. I greet the director of Wayamu Foundation, Betty Namba, for this invitation. I would like to thank you. And I'm also delighted to participate in these meetings and also the exchanges to be able to share my thoughts on a few points which we will deepen in the debates. And I would first of all like to greet my co-panelist and my friend, Mr. Serge Brames, I think Dr. Serge Brames, as well as the moderator of this panel, Cherry Kubalier. But let me also mention the presence of Madam Joor Fall and Judge Malik Sow, whose expertise in the field of international criminal justice is unquestionable, is without debate. Let me also recognize my former colleague and friend, Amadiba, for your presence. When we talk about the challenges of criminal justice in West Africa, we are challenged by the serious forms of violence that have struck or which today affect several states in this part of the continent. We're here talking about Mali, Nigeria, Guinea, Ivory Coast, and even outside of this area, we're witnessing crisis in the Democratic Republic of Congo, the Central African Republic, Uganda, Burundi, Libya, and Sudan. And I'm sure most of you know the developments of what happened this morning in the Sudan. Elsewhere, outside the continent, there are other serious crises in Afghanistan, in Palestine, Venezuela, Colombia, Syria, Yemen, Iraq. The list just goes on. And these crises, they leave, unfortunately, indescribable suffering to the civilian population, loss of numerous human lives, and heinous crimes, mass rapes, sexual crimes against women, against men, against children, enlistment of child soldiers, destruction of buildings and symbols, the destruction of our common heritage, torture, inhumane and degrading treatment, enforced disappearances, deportation of civilian population. And the observation of violence is appalling, and these crises that exist, that still exist, are human tragedies. And yet, when the International Criminal Court was created with the adoption of the Rome Statute in 1998, the international community expressed through this historic event the wish to see more peaceful societies. It approved the creation of this court as a permanent justice with functions of prevention and punishment, in charge of prosecuting and judging persons committing serious crimes in a complementary way with the national courts of justice. The principle of individual criminal responsibility provided for before the court was seen as a principle of regulating the behavior of individuals and of companies. And the refusal of impunity for war crimes, crimes against humanity, genocide, and the need for their prevention were then affirmed in the preamble of the Rome Statute as mechanisms to effectively protect and preserve generations, current and future generations. The same principles and mechanisms are proclaimed in other instruments. The courts of Rwanda and the former Yugoslavia, the Special Tribunal for Sierra Leone, the Tribunal for Lebanon, the extraordinary chambers to try former President Hussein Habre. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I can say that through everyone's efforts, we have helped to reduce impunity for international crimes and promote deterrent criminal justice. The record of the court's activity is reassuring, despite the challenges that still exist, I must admit. There have been convictions for crimes and even for the bribery of witnesses which did undermine the administration of justice. There were indeed unconfirmed charges and acquittals during the trial phases. Other cases are pending before the chambers.
and people on the run are not arrested. We will certainly have the opportunity to discuss this record in our discussions. The initiative of Senegal and the African Union to organize the historic trial against former President Habré is to be welcomed. I have had the opportunity in my former role as ICC prosecutor to interact with judges and prosecutors from the extraordinary chambers to share our experiences. And the job is the same everywhere. It is never easy. But this African initiative and the progress must be congratulated. Other African initiatives, such as the creation of the Special Court in the Central African Republic, are ongoing in the right direction. Through our collective efforts, we have shown that the challenges can be met, that we can provide adequate responses to crimes that harm humanity. But it is not just enough to create institutions, to adopt texts, appoint men and women to exercise technical functions. It is necessary to have the support of technical and financial partners to guarantee real justice. Victims and witnesses must be protected and be able to participate in the search for judicial truth. Lawyers must be constituted and participate in debates, which must be held with due regards to the procedural fairness. Individual or collective reparations are needed for the victims. Excellencies, ladies and gentlemen, it is equally necessary that all of this can be carried out in the framework and good spirit of good cooperation, because there is no effective justice without real cooperation, especially since international criminal justice has no police forces like national justice. It needs the support of states, the Security Council, the partners, the NGOs. By that, I mean that there is a need to continue promoting mechanisms to strengthen coordination and dialogue between institutions. But the questions are, how do we do this? And what do we do? During the Forum on Peace and Security in Africa that was held here in Dakar in 2015, I expressed my vision on the subject. We have a duty to protect future generations from the scourge of war by fighting impunity now. It is a fight that we must continue. We also have to earn it. In the former role as ICC prosecutor, I was convinced that the Office of the Prosecutor had an important role to play in efforts to strengthen national domestic jurisdictions and mechanisms for better protection of civilians in countries at war. The principle of complementarity provided for in the Rome Statute, in fact, provides a legal basis for this approach, as it requires the ICC and national justice systems to work together in a coordinated manner towards the same goal of ending impunity. By this principle, the court cannot do everything. On the contrary, the responsibility for the investigation and prosecution of crimes under the Rome Statute rests first and foremost with states. The ICC being a court of last resort and intervening only when states are unable or they are unwilling to do so. Effectiveness in the performance of criminal investigations and prosecution functions requires a continued need to coordinate efforts with other actors, nationally, regionally, and internationally. And in this spirit, international criminal justice must refrain from adopting a confrontational approach and asserting its jurisdiction over national jurisdictions. But it must always seek to engage in a positive and a cooperative manner with regional authorities and others, actors carrying out investigative or prosecution activities. Cooperation should not function as a one-way street. It is a two-way process. This implies that criminal justice needs the support of states to obtain proof. It also implies that states must be able to request the court to cooperate with regard to information or evidence that is at the disposal of the court, which may be relevant to a national prosecution of crimes or other serious crimes under national jurisdiction. Indeed, when I was with the ICC, we had cooperated with several states in sharing information for their own investigations. And this form of cooperation is to be encouraged because it's always a good division of labor between the different actors and strengthens efforts to reduce the gap of impunity.
I had translated this vision of cooperation and coordination in one of the strategic objectives of the office. It was a strategic goal for the office, which involves the development of investigative and prosecution strategies coordinated with partners to bridge the impunity gap. The idea was to establish networks with other partners responsible for carrying out criminal proceedings in order to share the information and evidence, to exchange expertise and good practices. The main idea was, in fact, to reflect together on the best ways to strengthen the capacity to effectively carry out investigations or prosecutions on various subjects, such as the protection of witnesses, exhumations, the treatment of sexual and gender-based crimes, the inclusion of a gender perspective in criminal investigations and prosecutions, the treatment of crimes against children. And it is in this logic that I created specialized units to deal with these issues and adopted public policies to share our approach with national systems and other partners. And this strategy, I can tell you, had been implemented in Cote d'Ivoire, in Mali, in Uganda, and other countries which the office has shared its experience. And the idea was also to learn from the expertise of our partners in order to strengthen our methodology and increase our results. Your Excellencies, ladies and gentlemen, we witness daily conflicts that lead to human tragedies in the news. We must therefore redouble our joint efforts and strengthen our coordination and effectiveness in the fight against impunity with a view to protecting civilians around the world. Periodic setbacks or international attacks on our efforts to work towards a culture of accountability for atrocious crimes should only be faced with an unwavering determination to fight for more justice for victims involved in devastating conflicts, past or present. As a former prosecutor of the ICC, I consider that it is an important lesson from history that lasting peace and stable societies where all citizens enjoy basic rights and fundamental guarantees rest on a stronger foundation when impunity for atrocity crimes has been seriously fought. We must recognize that the fight against impunity for atrocity crimes and the consolidation of the rule of law are fundamental preconditions for a more peaceful and a more prosperous world. When societies are at war or endlessly threatened by conflict, they could never prosper, they could never attract investment or create an environment conducive to economic growth and productivity. And the establishment of the rule of law and sound and functioning justice systems are necessary. They are necessary preconditions for political stability and economic growth in any country. We must therefore continue our advocacy for more ratification of the Rome Statute, more efforts to adopt national laws, more political support to the court, more coordination in order to ensure that all citizens can benefit from the protective legal embrace of the law. We need to redouble our efforts to stop the fugitives because their continued presence and influence in affected countries contributes to prolonged tensions and violence. Victims of crimes have the right to speedy justice. The non-arrest of the alleged perpetrators prolongs their sufferings and creates the conditions for a loss of confidence in the justice system. And finally, we must continually seek to raise awareness and enhance understanding of international humanitarian law and international justice, including the ICC and its functioning. Perception is the enemy of justice, which must remain impartial and independent. And it is therefore important to continue to work to dispel the misperceptions on international criminal justice and the ICC and try to facilitate the dialogue. The initiatives to establish a dialogue between the ICC and the African Union must necessarily continue. Africa is the largest geographic group in the Assembly of States Parties. It must continue to assume this position and use its influence to strengthen this court, which is not immune from threats. The United States of America's sanctions against the court and its staff, against myself personally,
and the executive order has been a very bad experience. They demonstrated, however, the fragility of the system, but the reactions and the support given to the court also demonstrated our ability to resist pressure and to preserve the independence and impartiality of the judiciary. Justice is a prerequisite for protecting civilians and for achieving a more sustainable, secure, and peaceful world order. That is why it is necessary to re-engage, to re-mobilize ourselves, and to continue to work together, to work with determination, to ensure that our societies prosper in the comfort of social harmony, and that the rule of law is installed as our mutual protector. I thank you for your attention. Merci, Madame Bensouda. Ça vous avez juste 15 minutes. Bravo. Monsieur Bramet, à vous. Merci beaucoup, Thierry. Bonjour tout le monde, heureux de vous voir si nombreux. Je salue surtout, évidemment, mes amis de longue date sénégalais. Je salue surtout mes amis de longue date sénégalais. Vous m'avez vraiment manqué, vous n'avez pas du tout changé depuis qu'on s'est vu la dernière fois, il y a quelques années. Je suis très heureux de voir aussi l'ambassadeur du Rwanda, qui auparavant était l'ambassadeur du Rwanda aux Pays-Bas, que je remercie pour l'excellente collaboration entre nos bureaux respectifs, représentants d'un pays qui a vraiment connu un des génocides les plus graves de l'humanité. Je remercie évidemment les organisateurs de la conférence. C'est toujours une occasion importante de pouvoir discuter de la justice internationale, nationale, des défis aujourd'hui et de l'avenir commun. Il y a 2 semaines, nous avions une réunion en ligne de tous les anciens procureurs et procureurs actuels des juridictions internationales. On fait ça régulièrement, mais on le faisait à l'occasion du 75e anniversaire des juridictions de Nuremberg. Vous savez évidemment les tribunaux de Nuremberg, qui était un peu la fondation de la justice internationale il y a 75 ans, mais ça reste toujours d'actualité. Vous avez peut-être vu il y a 2 semaines une dame qui était poursuivie encore devant les juridictions allemandes, qui était secrétaire dans un des camps de concentration. Donc même 75 ans après, des procès ont toujours lieu en Allemagne. Tout ça pour dire que le facteur temps est vraiment une notion très importante quand on parle de justice internationale. Quelqu'un qui est politiquement fort aujourd'hui ne l'est peut-être plus dans 5 ans, 10 ans, voire 30 ans. Et nous avons cette réunion annuelle, et Fatou et moi, on participe à cette réunion annuelle de tous les procureurs internationaux, parce que même si nous avons tous des mandats très différents et des juridictions très différentes, nous avons tous les mêmes problèmes et les mêmes challenges. Et le plus ancien de notre groupe, et ça nous fait nous sentir très très jeunes, le plus ancien, il a 100 ans, il a fêté son 100e anniversaire, Ben Ferenc, qui était le plus jeune procureur à Nuremberg, qui avait 25 ans à l'époque, et qui aujourd'hui est vraiment un monsieur qui nous inspire tous et qui a travaillé dans des conditions très très difficiles. Fatou a parlé des problèmes aujourd'hui, des problèmes qu'elle a rencontrés et les problèmes que son successeur va rencontrer. Et nous allons certainement en discuter pendant ces deux jours. On parlera des initiatives de l'Union africaine, on parlera des mécanismes internationaux pour soutenir la justice nationale, on va parler de compétences universelles où mon pays, la Belgique, en 1999 était le premier pays à avoir une législation sur la compétence universelle qu'on a dû changer à plusieurs reprises parce qu'il y avait eu la pression internationale, parce que certains grands pays n'étaient pas vraiment grands fans de cette compétence universelle au niveau national. Mais il faut aussi constater aujourd'hui que la justice internationale est sous pression, comme le multilatéralisme d'une manière générale. La triste réalité, c'est que quand on regarde la Syrie, la Libye, Myanmar et d'autres conflits, eh bien, l'impunité est la règle et la poursuite est l'exception. C'est la triste réalité et par moments, quand je regarde le monde aujourd'hui, eh bien, je dois m'avouer qu'il y a 10 ans, 15 ans, j'étais plus optimiste par rapport à la situation de la justice internationale. De là aussi, l'importance de plus en plus grande pour la justice nationale de reprendre au moins une partie du relais.
Alors, entre les juridictions de Nuremberg et la CPI, qui est vraiment la cour principale aujourd'hui, il y a eu les juridictions ad hoc, dont je suis le responsable, qui avaient cette particularité d'avoir été mis en place par une décision du Conseil de sécurité, avec une obligation pour tous les pays membres des Nations Unies de coopérer, et avec une primauté de la justice internationale sur la justice nationale. Vraiment une grande différence par rapport à la CPI, comme vous le savez, basée sur un traité, obligation de coopérer uniquement pour les États membres, et pas une primauté, mais une complémentarité dont on va certainement discuter. Mais là aussi, des juridictions qui ont commencé en 1993 pour l'ex-Yougoslavie et en 1994 pour le Rwanda, eh bien, encore aujourd'hui, on a pas mal de dossiers. Ce n'est que cette année-ci que le général Mladic a été condamné en appel, 25 ans, plus de 25 ans après les faits, pour génocide au Srebrenica, pour le siège de Sarajevo, pour le nettoyage ethnique à grande échelle. Et une fois de plus, le facteur temps a joué un rôle essentiel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la CPI est encore une institution très jeune. Fatou l'a mentionné, les arrestations, ça pose problème, mais il faut parfois laisser le temps au temps. Je me rappelle, quand moi j'ai commencé en 2008 comme procureur du tribunal pour l'ex-Yougoslavie, Karadzic et Mladic, nos plus grands fugitifs, étaient toujours en fuite. Et quand on regardait les dossiers, tous les deux, quand ils étaient déjà sous mandat d'arrêt en 95, 96, ils recevaient toujours des standing ovations, des applaudissements dans les stades de football, et personne ne souhaitait les arrêter. Les casques bleus, à l'époque, ne voulaient pas les arrêter non plus, parce qu'ils avaient été envoyés au pays pour une mission de maintien de la paix, et c'est un peu le problème qu'il y a aujourd'hui partout dans le monde. Eh bien, des casques bleus qui sont envoyés pour une mission de maintien de la paix, ils savent très bien que s'ils vont arrêter les héros nationaux, eh bien, ça va peut-être causer un problème pour leur mandat particulier. Et évidemment, les procureurs internationaux, nous avons toute une série de défis que les procureurs nationaux ne l'ont pas. Quand j'étais procureur fédéral de mon pays, il y a un attentat terroriste qui se commet, on peut tout de suite aller sur les lieux, on a les experts nécessaires, on a l'appui du gouvernement, parce qu'évidemment, tout gouvernement veut voir sa justice fonctionner. Vous avez l'appui de l'opinion publique qui veut évidemment que les auteurs soient arrêtés. Tout ça n'existe pas de la même manière au niveau international. On a un gros problème pour aller sur les lieux des crimes. On l'a eu en ex-Yougoslavie, Fatou l'a eu au Soudan et dans d'autres pays. On a des ressources très limitées, même si on parle de centaines d'enquêteurs au niveau des tribunaux internationaux, eh bien, quand on a une vingtaine de situations enquêtées, ça reste difficile. On n'a souvent pas l'appui de l'opinion publique dans les pays respectifs parce que, comme je l'ai mentionné, les personnes condamnées à la haie, comme Karadzic et Mladic, eh bien, le jour de sa condamnation pour Karadzic, un bâtiment universitaire recevait son nom. Ils ont reçu encore récemment des décorations. La majorité des criminels de guerre condamnés qui entre-temps été relâchés se trouvent sur la liste des partis, des différents partis dans la région. Donc, tout ça pour dire que le procureur international a toute une série de défis que le procureur national n'a pas. Et puis, la politique, c'est toujours un peu l'éléphant, elephant in the room. Évidemment, comme procureur, il faut rester en dehors de la politique. Nous sommes des magistrats indépendants. Mais la réalité, c'est qu'un procureur international n'est qu'aussi fort que l'appui politique dont il bénéficie. Et on a parlé des fugitifs des différentes juridictions internationales. Et aujourd'hui, le tribunal pour l'ex-Yougoslavie est le seul tribunal international qui n'a pas de fugitifs en fuite. Une des raisons, à mon avis, est vraiment l'appui politique de l'Union européenne, la politique qu'on s'appelle la politique de conditionnalité, où l'Union européenne a dit clairement aux pays en Serbie, Croatie, Bosnie, vous voulez rejoindre l'Union européenne, eh bien, il y a toute une série de critères à remplir, état de droit, économique, mais une des conditions, c'est l'arrestation des fugitifs. Et je me rappelle très bien, en 2008-2009, quand Karadzic et Mladic étaient toujours en fuite, il y avait des enquêtes d'opinion en Serbie où 65% des gens étaient contre l'arrestation des fugitifs, mais 80% étaient en faveur de rejoindre l'Union européenne. Donc politiquement, pour le pouvoir politique, il y avait plus à gagner de procéder aux arrestations qu'à perdre. Et c'est ça
le problème de la CPI aujourd'hui. Il n'y a pas de communauté internationale qui parle d'une seule voix. On a tous les problèmes que nous connaissons à ce niveau-là. Au niveau du tribunal pour le Rwanda, dont j'ai pris les responsabilités il y a 4 ans, vous savez peut-être que l'année dernière, on avait une arrestation excessivement importante, Félicien Kabuga, arrestation qui était vraiment le résultat d'une enquête approfondie de notre équipe de recherche des témoins, des recherches des fugitifs. Donc là aussi, je crois qu'une approche proactive de la part des juridictions internationales est très importante. D'ici, je pars en Afrique du Sud, au Zimbabwe, avant de repartir à Kigali, parce qu'on a trouvé des fugitifs qui se trouvent dans ces pays, où malheureusement les pays ne procèdent pas à l'arrestation de ces fugitifs. Nous en avons fait rapport au Conseil de sécurité. Et je l'ai dit à multiples reprises, si même pour un tribunal et un procureur qui a un mandat du Conseil de sécurité, on ne parvient pas à convaincre un pays comme l'Afrique du Sud, qui jusqu'à l'année dernière était membre du Conseil de sécurité, même si pour un procureur des Nations Unies, les pays membres des Nations Unies ne coopèrent pas, eh bien, qu'est-ce que ça va être pour la CPI? Quand on parle des 2 juridictions internationales, Yougoslavie, on parle de 160 dossiers, Rwanda, 90 dossiers qui ont été poursuivis au niveau de nos juridictions, plus que toutes les autres juridictions internationales ensemble, on pourrait croire que c'est un très bon résultat. Mais en fait, la réalité, c'est que j'ai été à Sarajevo il y a 3 semaines, et il y a encore 3000 dossiers en cours en Bosnie par rapport à des criminels de guerre. Et je serai à Kigali avec mon collègue, le procureur général du Rwanda. Il y a encore 1000 mandats d'arrêt internationaux qui sont pendants. Tout ça pour dire que même un tribunal ad hoc qui a travaillé sur une situation, et la CPI travaille sur une vingtaine, sur une situation pendant 25 ans, le résultat est un résultat limité. Donc de là, une de mes conclusions, il faut le plus rapidement possible avoir des synergies entre la justice internationale et la justice nationale. Une justice internationale ne peut jamais être suffisante à adresser des problèmes. Et alors, dernier point que je voulais mentionner, je vois que le temps passe vite, c'est que là où au début, les juridictions ad hoc avaient une primauté sur les juridictions nationales, aujourd'hui, nous sommes les juridictions les plus expérimentées au niveau de la complémentarité positive, car nous avons dû transférer toute une série de dossiers vers l'ex-Yougoslavie et vers le Rwanda, dans le cadre de la politique d'achèvement des travaux, parce que le Conseil de sécurité voulait qu'on ferme les portes tout doucement. Et ça nous a permis de tester toute une série de systèmes qui fonctionnent très très bien, à savoir des procureurs de liaison. En 2008, quand je suis arrivé, j'ai tout de suite engagé des procureurs de Serbie, Croatie, Bosnie pour être dans mon bureau. On a organisé un accès en ligne pour les procureurs des juridictions nationales. On transfère plus de 300 000 pages de documents chaque année vers l'ex-Yougoslavie et plus de 100 000 pages au Rwanda récemment. On a des centaines de demandes d'entraide judiciaire de la part des collègues. On envoie des formations avec les collègues et on organise même on intervient même dans le changement des législations nationales. Par exemple, on a maintenant transféré, il y a quelques semaines, une quinzaine de dossiers vers le Monténégro au niveau de crimes sexuels, des dossiers pour lesquels nous avions des éléments de preuve à La Haye, pour que les juridictions nationales poursuivent. Alors, en conclusion, j'ai encore 30 secondes, oui. En conclusion, la Cour pénale internationale est évidemment là pour rester. C'est la juridiction la plus importante, mais il faut avoir une réflexion critique. Je crois que c'est important et c'est un peu le but de l'exercice. Il faudra plus de ratification, mais évidemment, il faut aussi plus de dossiers menés à bien, où évidemment c'est une question d'efficacité au niveau de la Cour, mais aussi, encore plus, une question d'appui politique des pays qui ont une fois créé la juridiction, qui aujourd'hui doivent vraiment lui donner les moyens. Je ne pense pas que la CPI sera la solution pour tout, pour les années à venir. Il y aura d'autres solutions. Il y aura des mécanismes, il y aura peut-être des juridictions mixtes. Je crois qu'il faut avoir les juridictions le plus proches possible des communautés affectées, que ce soit les auteurs ou les victimes. À titre personnel, depuis 10 ans aux Nations Unies, j'essaie de convaincre le Conseil de sécurité d'avoir une commission d'enquête
permanente pour éviter qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, on réinvente un tout petit peu la roue. Ça n'a pas encore marché parce qu'au niveau politique, on préfère décider après et alors donner un mandat avec plus ou moins de pouvoir en fonction des constellations politiques. Mais je pense aussi que l'avenir de la justice internationale est très fortement au niveau national. C'est pour ça que ce genre de conférence, c'est très important, et que les gouvernements nationaux doivent comprendre, quand on parle de crimes contre l'humanité, eh bien, ça nous concerne tous, et que chaque gouvernement national a une responsabilité de poursuivre au niveau national, même si cela pose souvent problème, parce qu'on ne peut pas avoir vraiment une stratégie de poursuite. Donc, mon dernier mot, c'est en effet, comme je le disais plus tôt, il faut trouver des synergies entre l'international et le national. Ça ne peut peut-être pas marcher tout de suite à la fin d'un conflit, mais ça doit être l'objectif dès le départ, parce que dans le long terme, c'est vraiment la seule solution pour donner une satisfaction aux survivants, aux victimes, d'avoir une approche combinée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bramett. Je vais lancer un peu le débat et ensuite, évidemment, je vous laisserai le maximum de temps pour poser vos questions. Je vous demanderai à ce moment-là de surtout pas faire de déclaration. Il faut vraiment que tout le monde ait une chance. Donc, pas de déclaration, s'il vous plaît, mais vraiment une question, une seule, pour permettre à tout le monde de participer. Madame Bensouda, tout le monde parle toujours de ce principe de complémentarité, mais en fait, sur le terrain, parfois, on ne voit pas trop clairement comment ça fonctionne. Vous avez évoqué le cas de la République centrafricaine, pas tout à fait l'Afrique de l'Ouest, mais ce n'est pas grave, qui est un cas d'école tout à fait extraordinaire, puisqu'on a 3 niveaux de juridiction impliqués. On a des cours nationales, on a une cour spéciale qui est un tribunal hybride, et on a la CPI, votre ancienne institution, qui agissent. Et on ne sait pas trop qui fait quoi, qui coordonne quoi, qui coopère avec qui, à quel moment. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu, vous, personnellement, sur ce cas précis, comment vous avez pris la décision de certaines poursuites, quelles étaient les discussions avec l'autre niveau de la Cour spéciale et l'autre niveau encore des cours nationales qui sont toujours un peu le parent pauvre, en tout cas sur la Centrafrique, c'est le grand parent pauvre, alors qu'eux-mêmes ont fait des procès, ce qui n'a pas été le cas de la Cour spéciale jusqu'à ce jour. Thank you very much for your question. And as you rightly said, complementarity is a fundamental principle under the Rome Statute. It's a fundamental. The Rome Statute itself is based on the issue of cooperation and complementarity. I think everybody speaks English here, no? Il y en a qui suivaient votre discours en français. Oui, effectivement, la complémentarité est quelque chose d'extrêmement important. Donc, le mot complémentarité, la coopération sont des aspects fondamentaux dans ce genre de situation-là. And from the very beginning, when the Office of the Prosecutor, ICC, was set up, this was also uppermost on the minds of the office, that we have to respect the issue of complementarity. We cannot rush taking cases, but make sure that domestic jurisdictions have the first bite unless they are unable or they are unwilling. Et ça, le principe de cette complémentarité-là a été vraiment mis en avant dès la création de la CPI. Il faut que, on ne peut pas aller comme ça trop vite en besogne et entamer des poursuites sans qu'il y ait au préalable cette coopération-là avec les juridictions au niveau national. And you will recall the concept of positive complementarity that was started by the OTP at the very beginning to try and see how we can really engage the domestic jurisdictions to take up their responsibility. As Serge just mentioned, it is their primary responsibility to investigate and prosecute by themselves. Et vous vous souvenez, on parlait justement de cette notion de complémentarité positive pour dire que les juridictions nationales sont de prime abord
responsables au premier chef. Donc, c'est sur eux que pèse la responsabilité première de mener ces enquêtes-là. And also in all of my strategic objectives, I have included the fact of complementarity, lifting it to a strategic goal of the Office of the Prosecutor, and to always see how we can do it better for domestic jurisdictions to take their responsibility to investigate and prosecute. Et dans mon objectif stratégique, j'ai toujours aussi insisté sur cette notion de complémentarité. Et mon objectif était également de voir comment nous pouvions aider les juridictions nationales pour qu'elles puissent mieux s'acquitter de leur mission. But you have also asked for specific and practical cases that we Oui, have on aimerait savoir vraiment concrètement sur une situation particulière, qu'est-ce qui se passe, qui parle à qui. I will give you, for example, the situation in Guinea. Guinea is a country, a situation in which I believe the OTP has tried very hard to push the domestic jurisdiction to take action, to investigate and prosecute after what happened at the stadium. And indeed, Guinea has taken steps. In fact, we were able to push them to the level where they had already started taking statements and evidence from people. What happened in Guinea actually was that, unfortunately, even though there was competence, it's without doubt, there is competence, there are judges there who can really take these cases, but the logistics of even making a trial was a problem. So these are the several problems that you will face in any domestic jurisdictions, especially, and unfortunately, in our part of the world, if they try to take on the cases by themselves. So this caused a delay to the extent that just recently, we were able to push them, for instance, to do the investigations, but also they needed a courtroom, for instance, where the trial should hold. And we were constantly there, we're pushing them, we're exchanging information, we're trying for them to assist them, but they had those difficulties, even transporting from one place to another, witness protection. But they've tried, they're trying. I have not yet seen, definitely, anything concretely happening apart from the fact that the court was set up. The court is there, it's existing. The building, I'm told, is existing, but the trials themselves have not yet started. So that's one example. Oh, I completely forgot. Okay. Bon, il n'y a pas de souci. Yeah. La Guinée est un exemple parfait. Le tribunal a essayé d'accompagner la Guinée, qui évidemment a fait des progrès. Les compétences étaient là, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ce qui se posait le plus souvent, c'est la logistique. La logistique en Guinée était un problème avec beaucoup de retard constaté, mais nous avons toujours essayé d'aider la Guinée. Les problèmes étaient de plusieurs ordres, notamment la mise en place d'un tribunal, mais nous avons toujours essayé d'aider la Guinée dans plusieurs aspects, notamment la protection des témoins et la mise en place d'un tribunal pour mieux assister donc, la Guinée dans la poursuite des cas. I could give you other examples of Colombia. It's also where the OTP, I believe, has contributed a lot and made a lot of progress. Uganda is another example in which we have those fugitives of ICC, but also we were able to work with them to assist with their high court, the trials of their special chambers, criminal chambers, for those that did not come to the ICC. We were working very closely. I don't know, maybe Mr. Ba will shed light on that, but we were also working with the special court for special criminal court in Central African Republic, and various other initiatives which has been taken under this strategic goal, in which we are directly dealing with those domestic jurisdictions who are trying to bring cases against people who've committed these crimes. Merci. Je laisse la
traduction. Et je peux citer d'autres exemples, la Colombie, l'Ouganda, où la CPI a travaillé avec les autorités judiciaires nationales pour la mise en place, par exemple, des chambres spéciales. Même chose ici en Afrique centrale, en République centrafricaine. Nous avons également travaillé avec eux. Et il y a également d'autres initiatives qui ont été prises où nous avons eu d'excellentes collaborations avec les juridictions nationales. Just one last. We work very Il faut closely. vraiment laisser le temps. Yeah. We work closely with France, with Italy, with Libya, on various other which I don't have the time to explain, but that is the complementarity aspect. Merci beaucoup. Bon, évidemment, nous avons collaboré avec d'autres pays comme la France, l'Italie, la Libye et plusieurs autres collaborations pour lesquelles je n'ai pas le temps de me pencher, mais évidemment, cette collaboration-là, elle est importante. Merci. Monsieur Brammetz, moi, ce qui me frappe quand je vous écoute, c'est que vous êtes dans ces tribunaux d'ex-Yougoslavie et du Rwanda, et en fait, vous parlez de priorité maintenant d'aider les justices nationales, et que c'est une idée ou c'est une action qui n'a été engagée par ces tribunaux qu'une fois qu'on vous a contraint de fermer. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où vous n'aviez plus en fait de travail pour vous-même que vous semblez vous être mis au service des justices nationales, de façon un peu provocatrice. Est-ce qu'il faut vous contraindre à la complémentarité réelle, c'est-à-dire active, où il y a effectivement partage de preuves, partage de dossiers? Je ne pense pas. La situation, évidemment, est très différente. Quand le tribunal pour l'ex-Yougoslavie a été mis en place en 1993, eh bien, la guerre était toujours en cours. Le génocide de Srebrenica a eu lieu en 1995, donc 2 ans après la création du tribunal. Ce qui soulève aussi un peu la question, est-ce que la valeur préventive de la mise en place d'une juridiction internationale, est-ce que ça a vraiment un impact sur la prévention de crimes futurs? Nous avons vu pour l'ex-Yougoslavie que ce n'était pas vraiment le cas. Les premières années, Milosevic, Karadzic, Mladic étaient toujours au pouvoir. C'était impossible à ce moment-là de transférer des dossiers vers le pays où les crimes étaient toujours commis par les responsables politiques qui étaient toujours en place. Donc, les premières années après un conflit, ce serait naïf de croire que la justice nationale serait en mesure de reprendre la relève. Il fallait attendre un changement politique. Il fallait avoir l'atmosphère politique nécessaire. Donc de là aussi une des raisons pour laquelle ça a duré plusieurs années. Mais vous avez raison, c'est certainement la décision du Conseil de sécurité de dire, voilà, maintenant, la justice nationale est en mesure de prendre les dossiers par elle-même, commencer à transférer les dossiers. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a aussi tout un processus qui a eu lieu. Souvent, les législations nationales n'étaient pas en mesure de prendre les éléments de preuve qui venaient de la Haye. Donc, c'est aussi un élément très important d'avoir au niveau national une législation qui permet d'intégrer directement dans la procédure pénale nationale les éléments de preuve récoltés sur l'international. Donc nous avons transféré des rapports d'expertise, des rapports militaires, des rapports de police technique par rapport aux fausses communes. Donc ça a été très important. Puis nous avons organisé, donc nous avons aidé pour changer la législation. Nous avons organisé des formations. On le fait encore très, très régulièrement en ex-Yougoslavie et aussi avec les collègues rwandais et ailleurs, organiser la formation nécessaire parce que c'est quand même toute une autre approche quand il faut poursuivre un responsable militaire. C'est toute une autre approche que poursuivre évidemment l'auteur physique. Donc, à votre question, je dirais oui et non. Non, parce qu'il fallait attendre quelques années pour que les pays soient prêts. Oui, eh bien, on nous a gentiment un peu forcé la main ces dernières années et le résultat est positif, même si je dois dire qu'aujourd'hui, en ex-Yougoslavie, la coopération entre la Serbie, Croatie et Bosnie est plus mauvaise aujourd'hui qu'il y a 10 ans.
Donc je crois qu'avant qu'une justice nationale ait vraiment envie de se saisir de ces dossiers, ce n'est pas évident. Merci beaucoup. Il nous reste 40 minutes pour... J'ouvre donc les questions à vous tous. Comme je l'ai dit, s'il vous plaît, pas de déclaration. Questions courtes et une seule par personne. On va en prendre 3 d'un coup qu'on répartira entre les 2 intervenants. C'est à vous. Monsieur? Micro. Qui a le micro? Qui a le micro? Merci beaucoup. Je m'appelle Julien, je suis magistrat sénégalais et je voulais poser une question par rapport toujours au mécanisme de complémentarité. Parce qu'en fait, apparemment, la Cour pénale internationale est en train déjà d'acquérir une expertise dans ce domaine-là avec les États, mais je vois qu'ici en Afrique, il y a un projet d'adoption d'une législation qui donnerait à la prochaine Cour africaine de justice et des droits de l'homme une compétence en matière de droit pénal international. Est-ce qu'il y a des réflexions qui ont déjà été menées ou sont en train de l'être entre la Cour pénale internationale et la future Cour africaine de justice et des droits de l'homme et aussi avec les États? Parce que j'imagine que ça pourrait être un peu compliqué que ce système de complémentarité puisse se jouer à 3 niveaux. Je voudrais vraiment, s'il y a des réflexions que vous voulez partager avec nous. Merci. Merci beaucoup. J'ai monsieur et monsieur. Oui, pardon, madame. Deuxième round. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Awadou Diallo, je suis avocat et président d'Amnesty International Sénégal. J'ai une question parce qu'on a parlé de la force de l'opinion sur les juridictions internationales. Et je voudrais quand même poser une question précise par rapport à la décision rendue par la CPI dans le cadre de l'affaire Gbagbo. Est-ce à dire, voilà, je vais poser plusieurs questions, hein, est-ce à dire que le fait que la CPI ait rendu une décision d'acquittement à l'égard de Gbagbo, cette décision a conforté la crédibilité de cette Cour vis-à-vis de l'opinion, premièrement. Et deuxièmement, est-ce à dire également si M. Gbagbo a été acquitté parce qu'il y a eu précipitation ou absence de collaboration des forces de défense nationale? Merci. Merci beaucoup. Je vais prendre monsieur. Pour la deuxième tour. Merci. Je voudrais tout simplement poser la question de savoir l'impact que les relations internationales ont par rapport effectivement aux possibilités pour la Cour pénale internationale de faire son travail. Je vais donner des exemples assez concrets. Et dans les années 98, où ça a été lancé, l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies était là. Les Nations Unies avaient signé et ratifié. Puis il y a eu, bien sûr, ces Bush qui avaient retiré la signature. Et puis ensuite, avec Trump, je pense que ça s'est beaucoup dégradé. De ce point de vue, je vais vous interpeller. Est-ce que vous mettez sur la même, si vous voulez, sur le même plan, le refus des États-Unis et par exemple les problèmes concrets que vous avez aussi en Guinée-Conakry? En Guinée-Conakry, effectivement, il y a une simulation de l'existence d'une justice nationale, mais en réalité, rien n'a été fait. Au moins, Trump a été clair. Donc, je pense que la question des relations entre exécutifs, les liens, l'équilibre entre le pouvoir exécutif et législatif, je pense que c'est un problème qui se pose énormément, surtout ici en Afrique. Y compris la manière même dont comme on dit, les leaders politiques instrumentalisent l'opinion publique contre la Cour pénale internationale. Souvent, on pense que ça vient de rien, mais en réalité, des fois, il y a des présidents qui sont poursuivis, qui instrumentalisent les opinions nationales contre la Cour
pénal international. C'est un peu quelque chose. Merci. Merci beaucoup. Je prendrai 3 questions de dames pour le deuxième tour. Je vous laisse Yes, répondre à sure. laquelle vous voulez, parce qu'elles sont toutes pour vous, mais du coup, il va falloir que vous partagiez quand même. I think he also will have a lot to say about. The last one I can Yes. say. Yeah, Oui. but with respect to the first question, I believe was Est-ce qu'il y a une relation, est-ce qu'il y a des discussions entre la CPI et la future Cour africaine des droits de l'homme? Ça fera un peu le I sujet do de... not see this as an impossibility in the first instance. In fact, I think it will be beneficial both for the ICC and for this regional court that is going to have individual criminal responsibility, because this is what the ICC does. We do know that currently the African court is dealing with issues of human rights and against governments, but not yet individual criminal responsibility. But once they have that jurisdiction and they are able to look into crimes such as very serious crimes, which we all agree shock the conscience of humanity, then I think the opportunity for collaboration between these courts should be seized. Should be seized. I also, for me, I always say that the bottom line is that there should not be impunity for these crimes. How we do it legitimately, credibly, is what is here important. And that is when issues of complementarity can be looked at very carefully to see what can be done. At the moment, if you look at the ICC statute, the issue of directly collaborating with a regional court is really not there. One can argue that it's not there, and that we are more focused and concentrated on domestic jurisdictions. But I'm sure that in the future, if this is something that we want to look at very carefully, it should be examined to ensure that that impunity is not an option. This is what I believe it should be the way it is will be handled. I think there was un petit mot sur l'affaire Gbagbo, mais sans entrer trop loin. Yes. I saw the question. I think on the Gbagbo issue. Est-ce que... Oui, Pardon. effectivement, oui. Et donc, pour répondre à cette... Il n'y a pas de problème. Pour répondre à cette première question entre la collaboration entre la CPI et la Cour africaine, oui, cette collaboration-là, elle est bien possible. Je sais que pour ce qui concerne la Cour africaine, donc qui traite plutôt les questions de violation des droits humains, mais pas forcément de responsabilité individuelle, il serait utile de collaborer dans ce sens-là. Avec la CPI. Parce que ce qui est important, c'est qu'il n'y ait plus d'impunité, que l'impunité ne soit plus une réalité. Maintenant, comment procéder? Parce que cette question-là, elle est nécessaire. C'est ça qui va donner de la crédibilité à la Cour, d'où, encore une fois, cette notion de complémentarité que j'ai évoquée qui est essentielle. On sait que la collaboration avec les tribunaux au niveau régional parfois pose problème, et à l'avenir, il faudra voir comment avoir une meilleure coopération avec la CPI, comme je l'ai dit, pour mettre fin à l'impunité. Très rapidement sur l'affaire Gbagbo, est-ce que c'est le signe, l'acquittement de Gbagbo est-il le signe, je sais, d'une crédibilité, de la crédibilité de la Cour ou de sa faiblesse? I think that it should be understood again, as lawyers and those of us who are interested in international criminal justice, that the court is a court. It's a court. It tries cases. It convicts some people, and it's possible to also lose some cases. It is a court, just like in the domestic jurisdictions, it can also happen at the international level. What is important to note is whether everything that should have been done in that trial was done. And I believe that as former prosecutor of the ICC, I can proudly say that what we were supposed to do as an office
this was done. But as a magistrate, you will definitely appreciate that it is the judges who decide in the end. It is for the judges to say yes or for them to say no. In this particular case, the judges have said no, that the evidence is not enough for them to convict upon. Of course, there have been some questions from our office with regards to coming to that decision by the judges. But then it's gone to the final court. The court has decided, and it is accepted. And we continue with other cases. I think it has to be emphasized that there was nothing personal in the Bagbo trial. Nothing personal against Bagbo himself, but the fact that crimes that come under the competence of the Office of the Prosecutor of the ICC were alleged to have been committed. And these crimes were brought before the judges. And the judges, in the end, they made their decision. I believe that it is more for the credibility of the institution, that it is not just going after people to convict them, but that we are applying the law as we should. Merci beaucoup. Pardon, j'oublie toujours l'introduction. Pour le cas de Bagbo, on doit tous comprendre en tant qu'avocat ou en tant que personne intéressée par cette affaire que le tribunal, c'est un tribunal. Pour perdre des cas comme des affaires comme on peut en gagner. Ce qui est le plus important, c'est de respecter les procédures, de faire en sorte que les choses soient faites dans les règles de l'art. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la CPI, nous avions fait ce qu'il fallait faire, nous avions fait notre travail, mais le juge, en dernier ressort, décide. Et pour le cas de Bagbo, il a décidé l'acquittement, et cet acquittement-là a été accepté. Il n'y a eu rien de personnel pour ce qui concerne l'affaire Bagbo. Pour la CPI, encore une fois, nous avons fait ce qui... Merci. C'est pas tous les jours que... Ça reste, hein. Pardon. Enfin, pardon. Nous avons fait ce qu'il fallait. Et quand on parle de crédibilité, la première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il faut appliquer la loi. C'est ça qui donne la crédibilité aux différents jugements qui sont rendus. Merci. Ce n'est pas tous les jours qu'un procureur vous glisse à l'oreille qu'il est prêt à être l'avocat du diable. Donc, Monsieur Bramet, en fait, j'aimerais bien que vous essayiez de répondre à cette question clé que tout le monde vise sur l'instrumentalisation politique. Quelle est votre expérience là-dessus pour répondre à ce monsieur? C'est évidemment une question par rapport à la CPI et les États-Unis. Donc, je crois que Fatou sera mieux placé pour répondre. Mais il est clair que, je me rappelle, on était tous les deux procureurs adjoints à la CPI, quand le Conseil de sécurité nous envoyait le dossier Soudan. Je n'étais pas sûr à l'époque si c'était vraiment, si on nous envoyait la patate chaude, qu'on n'avait pas réussi à résoudre politiquement. Je ne sais pas si on est enregistré ou pas. Mais à l'époque, c'était un peu la question qu'on se posait. Est-ce que c'est vraiment une volonté d'aider la justice internationale ou c'est envoyer la patate chaude qu'on n'a pas réussi à résoudre au Conseil de sécurité? A suivi la Libye, comme nous l'avons su. Et puis évidemment, une fois la série, il y a eu 7 ou 8 tentatives, notamment surtout de la France, pour avoir un renvoi vers la CPI. Il n'y a pas eu de consensus. Et nous savons que depuis lors, les débats au niveau du Conseil de sécurité est devenu beaucoup plus difficile. Je pense que si aujourd'hui il fallait prendre la décision de créer le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, je ne suis pas sûr si le Conseil de sécurité allait le faire. Donc tout ça pour dire que, comme je le disais plus tôt, le multilatéralisme est vraiment sous pression. Je ne vois pas les grands pays, comme nous le savons tous, un pays n'a pas d'amis mais des intérêts. Et je ne pense pas que beaucoup de grands pays aujourd'hui ont un intérêt politique à rejoindre la CPI et d'accepter de soumettre leurs nationaux à des juges d'autres pays. Comme convaincu de la nécessité de la CPI, on utilise toujours l'argument pour dire mais écoutez, il n'y a aucune crainte à avoir, parce qu'aussi longtemps que vous faites votre travail par rapport à vos propres nationaux, il n'y a aucun risque
que la CPI intervienne. Mais manifestement, ce message ne passe pas assez bien. Et en attendant, il faudra faire avec. Je crois que c'est un peu un cycle. Dans les années 90, je crois que quand il y a eu les juridictions ad hoc qui ont été créées, il y avait une ambiance beaucoup plus positive qu'aujourd'hui. Je me rappelle quand la CPI était créée, on était tous super enthousiastes. On était très idéalistes. Aujourd'hui, je suis toujours enthousiaste, mais beaucoup plus réaliste par rapport à ce qu'il y a moyen de réussir. Voilà, réponse un peu générale. Merci beaucoup. Je ne suis plus là. Merci beaucoup. Je prends Madame, Madame et Madame. Oui, bonjour. Voilà. Je suis maître Hélène Cissé, représentante légale d'une centaine de victimes de crimes de guerre dans l'une des affaires du Darfour devant la CPI. J'aimerais poser une question à Madame Fatou Bensouda, qui m'a été suggérée à l'occasion d'une réunion il y a 10 jours en Côte d'Ivoire de toutes les associations de victimes, partis politiques, sur les effets de la politique de poursuite séquentielle que le bureau du procureur a poursuivi concernant la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez, parce que vous aviez dit que l'autre camp n'était pas poursuivi, mais qu'il allait l'être, avec les lois d'amnistie, le processus de réconciliation nationale et un très grand sentiment de justice inachevée par les associations de victimes, quel peut être, selon vous, l'avenir des poursuites que vous disiez qui étaient engagées contre l'autre camp pour qu'il y ait une justice globale et équitable, ou est-ce que vous ne pensez pas que vous allez rester sur un sentiment d'inachevé, même si la réconciliation nationale est importante, mais au niveau de la CPI, est-ce qu'il n'y a pas une justice inachevée? Merci. Merci beaucoup. Madame, oui. Merci. Bonjour, je suis Fatou Fall, analyste en défense et sécurité. Je représente l'ex-Africa. Alors, ma question va porter sur le cas de la Libye, avec la non-exécution des mandats d'arrêt jusqu'à ce jour, et connaissant la dégradation extrême de la situation sécuritaire au niveau du Sahel. Ma question est la suivante. Concernant le rapport de la mission internationale indépendante d'établissement des faits sur la Libye, ce rapport a été présenté au début du mois d'octobre au niveau du Conseil des droits de l'homme. Voilà, ça fait quelques années que nous sommes toujours en train de tourner en rond par rapport à cette situation. Est-ce que cela veut dire que si l'on regarde les avancées au niveau d'autres États, il y a des priorités par rapport justement aux crimes qui sont commis, ou bien est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a vraiment actuellement des mécanismes concrets qui sont en train d'être envisagés pour résoudre cette problématique urgente? Merci. Merci beaucoup. Madame Sow. Je vous remercie, Monsieur le modérateur. Je voudrais d'abord féliciter les deux intervenants et poser ma question, parce que tous les deux se sont appesantis sur le problème de la coopération. Et je pense que c'est un problème qui est extrêmement important par rapport au fonctionnement des juridictions internationales. Et si on veut effectivement que ces juridictions soient performantes, je pense qu'il est que temps de régler ce problème de la coopération, d'autant plus qu'elle figure dans le statut de Rome et que les États qui sont partis à ce statut-là ont l'obligation de respecter cet article, je crois, 86 du statut. Alors, le problème qui se pose lorsqu'on dit que même le Conseil de sécurité éprouve des difficultés à contraindre les États à respecter cette disposition, je voudrais savoir s'il y a d'autres solutions qui sont envisageables pour pouvoir permettre à ces États, aux États, de coopérer avec les tribunaux internationaux, et notamment la CPI. Si on ne le fait pas, je pense qu'on arrivera toujours au même problème, à savoir dire qu'au niveau des enquêtes, ça ne peut pas marcher parce que simplement, il n'y a pas la coopération des États. Et on a vu au niveau de la CPI qu'il y a effectivement beaucoup d'affaires qui ont eu des problèmes parce que simplement,
il y avait une mauvaise coopération des États et quelquefois même, entre guillemets, un sabotage des États qui n'ont pas voulu du tout coopérer. Alors je voudrais quand même que ce problème-là puisse être réglé et qu'on puisse voir quelles sont les solutions qui sont envisageables. Merci beaucoup. Madame Bensouda, le Darfour, poursuivre un camp et l'autre après, et finalement ne pas poursuivre l'autre après, c'est qui est un peu quand même une problématique que beaucoup de tribunaux internationaux ont eue, au Rwanda aussi. Un mot là-dessus, sentiment d'impuissance? It's not the one prosecutor leaving and another one coming in does not mean that the dossiers that are there is the end of goes away. Yeah, goes away with the first prosecutor. I mean, the one prosecutor is gone. Welcome another prosecutor. So it is the office, the work of the office that that continues. And I recall that with the issue in Bagbo, we've always said, when I was there, I've always said that from the very beginning, that we are looking at both sides of the conflict. And this was done. As we speak, I'm sure this is being continued. Unfortunately, it was not at a time or in a place where what has been done will be made public. But I can assure you that there was what we call Côte d'Ivoire 1, and there is also Côte d'Ivoire 2. So Côte d'Ivoire 1, of course, has produced this result, but Côte d'Ivoire 2 was in the process of investigations. It was not completed by the time I left. I cannot say, talk for my successor now and what will be done, but I do believe that, again, I will emphasize that the steps that were to be taken in the Bagbo situation, in the situation in Côte d'Ivoire, has been taken. In the end, it is really for my successor to continue that and to show that finally people will see that something was being done. So to jump to conclusions now and say that justice was not achieved, I think is the wrong thing to say. Je laisse la traduction. OK, donc pour répondre à votre question, je dirais que les choses en fait ne se sont pas exactement passées comme ça. Les dossiers ont toujours suivi leur cours, quel que soit le procureur en place. Donc moi j'ai fait ma part de travail pendant que j'étais à la CPI. Mon successeur est en train également de faire sa part de travail et qu'il n'y a pas d'interruption de dossier juste parce qu'un procureur est parti et qu'il a été remplacé par quelqu'un d'autre. Donc pour le cas de Laurent Gbagbo, on ne peut pas dire qu'il y a une justice pour un côté et une non-justice pour l'autre côté. Pour ce qui est toujours du cas de la Côte d'Ivoire, on peut dire qu'il y a Côte d'Ivoire 1 où les résultats, la justice a été rendue. Pour Côte d'Ivoire 2, la justice suit son cours pendant que moi j'étais à la CPI. Et évidemment, à l'époque, il y a des affaires qui étaient secrètes qui ne pouvaient pas être rendues publiques. Mais je peux vous assurer que les enquêtes sont en cours et que toutes les étapes concernant cette procédure-là sont en train d'être suivies. Et une décision sera rendue à la fin. Mais dire qu'il n'y a pas eu de justice, que la justice a été inachevée, pour moi, ce ne serait pas une bonne façon de voir la situation. I just wanted to mention the fact that one big problem that confronted the investigations in the Côte d'Ivoire situation was also resources. Resources has been a huge problem to the extent that maybe what you have said about the strategy adopted was really suited to the resources we had. We had to make do with what we had. And it was not possible at that time to just have a parallel investigations of both camps. As prosecutors, we have to make some choices sometimes. So it was not possible to do this, and the only way it could do it was to sequence them.
And I believe if we had the resources that were needed, we would have been able to at least maybe the sequence will not be too long, to the extent that it will, people will think that victor's justice was what was happening, and not, as I said, perception is very, very, in this particular case, can lead to a lot of people thinking that the ICC or the OTP did not have a good strategy, but there are so many things behind the decisions that were taken. Et toujours pour poursuivre avec le cas de la Côte d'Ivoire, je dirais que l'un des problèmes auxquels l'enquête était confrontée était un problème de ressources. La poursuite de l'enquête était adossée à la disponibilité de ressources. Donc, il n'était pas possible, à l'époque où j'étais à la CPI, de conduire les deux affaires en même temps. Donc, nous avons procédé donc, de manière séquentielle. Pour nous, c'était la meilleure approche. Mais nous savons que la perception peut être peut-être un problème. Donc, la façon dont nous conduisons les affaires peut poser problème du point de vue de la perception. Monsieur Brametsky, c'est une question, la question que vous posez, elle est là depuis l'existence des tribunaux internationaux. On a vu que sur la Yougoslavie, on disait toujours que les procureurs ont d'emblée choisi d'aller contre tous les camps de la guerre civile. Sur le Rwanda, je me rappelle de Louise Arbour nous disant « je commence par le gouvernement, l'ancien gouvernement, avant de toucher éventuellement des cas concernant l'armée du Front patriotique rwandais ». Finalement, au bout du compte, elle n'a pas pu le faire et il y a eu toute une réflexion là-dessus. Est-ce qu'il faut y aller d'emblée contre tout le monde? En Sierra Leone, c'est aussi ce que David Crane avait décidé. Ou est-ce qu'il faut faire une séquence qui finalement, dans pas mal de cas, et désolé, mais à la CPI, dans beaucoup de cas, n'a jamais abouti à des poursuites contre les deux camps. On peut citer le Congo, on peut citer l'Ouganda, on peut citer la Côte d'Ivoire. Donc c'est une vraie question. Séquentielle ou pas séquentielle? Est-ce que c'est un échec, le séquentiel? Je ne pense pas qu'il y a une solution qu'on peut appliquer. Je ne pense pas qu'il y ait une solution qu'on peut appliquer à toutes les situations. Je me rappelle, le premier dossier qu'on avait, c'était l'Ouganda, Lord Resistance Army en Ouganda. Et je me rappelle qu'on avait dit, voilà, il faut évidemment avoir ce groupe rebelle, mais il faut aussi poursuivre le gouvernement. Il y avait plus de 1,5 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Il y avait l'armée qui était impliquée dans la commission de crimes, surtout des crimes sexuels. Et je crois que la discussion à l'époque, c'était de dire, voilà, si on va tout de suite contre à la fois le gouvernement et le groupe rebelle, avec qui est-ce qu'on fait la coopération? Et la décision du procureur de l'époque, c'était de dire, voilà, on va d'abord aller pour le groupe rebelle, où au niveau gravité des crimes commis, c'était à un autre niveau d'importance. C'est une décision qu'on avait acceptée à l'époque, mais c'est vrai, à titre personnel, j'ai toujours regretté qu'on n'ait pas non plus mené une enquête à l'égard du gouvernement et des militaires du gouvernement, parce qu'il s'agit évidemment d'une question de crédibilité au sein du pays. Pour l'ex-Yougoslavie, c'est vrai, on a avec succès poursuivi des gens de toutes les parties au conflit, mais vous parlez avec les Serbes, ils vont dire que voilà, c'était surtout anti-serbe, les Croates vont dire la même chose. Aussi longtemps que vous êtes critiqué par toutes les parties au conflit, vous avez fait du bon travail. Oui, dans ce cas-là, c'est peut-être un signe de bon travail. You have mentioned certain situations in which this strategy was adopted. But you also need to recall that in Kenya, for instance, with the Kenya cases, we tried to cover the two camps. That's what we do, and that's what we charge. What did they do? They joined together and run for president and vice president. And then they completely come against the ICC in a very strategic way in which the means that they have at their disposal ICC doesn't have. But in a way in which they attack the witnesses, they will not cooperate. The cooperation was, okay, we are cooperating, but really not cooperating. And at the end of the day, we had to drop the charges against the former presidents and then
the vice president, you saw there was even though there was no case to answer, but the judges said that the cases were such that they could not agree with the no case to answer, but it's a mistrial. So in those cases, you saw the problems that the office was confronted with. So it's not that we have not tried other strategies. It has been tried in Central African Republic. We have also charged the two camps, and we have been able to get arrests from the two camps coming. So we've tried that strategy because in our assessment at the time was that, okay, if you do not have cooperation from the government, you cannot move. And we have proved that that is possible. You try another side, it is also the challenges. You are confronted with different challenges. C'est la traduction. Oui, ce qu'il faut savoir, par exemple pour le cas du Kenya, nous avons attaqué les deux côtés, nous avons poursuivi les deux côtés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, les deux protagonistes se sont battus pour la présidentielle. Hein, et après, il y a eu une sorte de coopération entre les deux insidieuse, donc orchestrée contre la CPI. On a dû, au final, abandonner les charges contre l'ancien président. Donc tout cela, pour vous dire que à la CPI, nous essayons différentes stratégies. Nous l'avons fait également en République centrafricaine, où nous avons attaqué également les deux côtés. Et donc, sans coopération, on ne peut pas progresser. Donc, il faut qu'il y ait une coopération entre la CPI et donc les autorités judiciaires au niveau national pour que les enquêtes puissent être menées à bien et atteindre les résultats que nous voulons atteindre. Il nous reste vraiment juste quelques minutes, donc je voudrais qu'on ait un peu de réponse aux deux autres questions. Je n'oublie pas la Libye, mais peut-être M. Bramets, d'abord un petit mot sur ce problème de coopération. Comment la contraindre? Théoriquement, quand on est chargé par le Conseil de sécurité d'être procureur d'un tribunal mis en place par le chapitre 7, théoriquement, la force militaire pourrait être mise en place. Évidemment, ça ne se passera jamais comme ça. La coopération reste le plus gros problème. Fatou l'a déjà mentionné maintenant avec le Kenya. Et aussi longtemps que vous avez des États partis qui ont ratifié le statut de Rome, qui refusent d'arrêter des fugitifs sur leur territoire et qu'il n'y a pas de sanctions de la part des États partis, vous avez un gros problème. En ce qui me concerne, et c'est une des raisons de mon voyage en Afrique les semaines à venir, par exemple, plusieurs de nos fugitifs, ils ont jusqu'à 20 identités différentes, souvent des faux passeports délivrés par des pays africains. En Ouganda, depuis 2 ans, on envoie des demandes d'entraide judiciaire pour auditionner des fonctionnaires qui ont délivré ces faux passeports. Pas de réponse. En Afrique du Sud, on avait localisé physiquement un des fugitifs. Ça a pris 1 an avant que le gouvernement accepte d'exécuter le mandat d'arrêt international. Évidemment, d'ici là, la personne était partie. Au Conseil de sécurité, en présence de l'Afrique du Sud qui présidait sur le Conseil de sécurité, j'étais vraiment très frustré il y a 6 mois en disant qu'on ne comprenait pas du tout comment un pays comme l'Afrique du Sud, avec son histoire, n'arrêtait pas un type qui avait lancé des grenades dans une église remplie de femmes et d'enfants. Et je m'attendais vraiment à une réaction de la part des autres pays du Conseil de sécurité. Et la majorité des pays m'ont dit, écoute, on va faire un appel à la coopération générale, mais on ne va pas mentionner l'Afrique du Sud. Et c'est ça la situation dans laquelle on vit aujourd'hui. Beaucoup de pays disent, on soutient la justice internationale, on fera tout pour vous aider, mais quand il s'agit de mettre un tout petit peu en danger les relations diplomatiques entre deux gouvernements, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, les relations gouvernementales priment sur les souhaits de faire avancer la justice. Et ça reste un problème. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes, je crois. Un petit mot sur la Libye, c'est l'impasse. On tourne en rond, comme dit notre dame. Est-ce qu'il y a une autre option que la CPI ou une autre voie à suivre ou... But let me just say a little bit. Attention, on a vraiment plus just beaucoup a little bit on the issue of
cooperation. It's a lot. It's a lot to say, and a lot depends on also the political interest of the states concerned. What I observed when I was there was that states will only cooperate, as you have said, Serge, when it is not against their political interest. And this applies to not only African states, but also other states, Western European states. They will not cooperate when it is against their political interest or because they want to rupture. They wouldn't want to rupture diplomatic ties with various states. You have seen what happened with the arrest of Bashir in South Africa. You've seen it. I don't need to go into that story again. Today, you see where we find ourselves with Sudan. We'll see what happens. I do know of other states in which, even in the Kenya cases, when they had records themselves, which could help to move the case forward, they would not hand over these records because they say it will spoil their diplomatic ties with Kenya. This has happened. Of course, it's not in the public domain, but it happens. And this happens several times when you have states who are more interested in preserving their diplomatic ties and their political interest than in assisting the ICC to achieve justice. So it's there. Donc, avant de parler du cas de la Libye, j'aimerais encore une fois insister sur la coopération. Il y a beaucoup de choses à dire sur la coopération. Tout d'abord, il y a l'intérêt politique du pays en question. Les États ne coopèrent que lorsqu'ils y voient leur intérêt politique. Ils ne coopèrent pas donc s'ils ne voient pas leur intérêt. Nous avons vu le cas Bachir en Afrique du Sud, qui est un cas pertinent pour justifier ce que je viens de dire. Pour le cas du Soudan, on verra ce qui va se passer. Et pour le Kenya encore, il y a eu des preuves, il y a eu des éléments donc, qui pouvaient faire progresser l'enquête, mais pour des raisons diplomatiques, pour ne pas embrasser d'autres pays ou rompre des relations diplomatiques, l'enquête n'a pas véritablement avancé. Donc, comme je l'ai dit, si l'État n'y voit pas son intérêt politique, l'affaire ne peut pas progresser. Je ne veux pas laisser Madame sans un mot sur la Libye. No, yes, but Non, vraiment, on n'a plus le temps. La Libye, s'il vous plaît. Yeah, but even with respect to the sanctions, we cannot ignore that. It's an elephant in the room. You saw that the ICC, there was an executive order by the United States. The ICC was sanctioned. I was sanctioned as prosecutor of the ICC by the Trump administration because I dared to do my work, what I had to do under the Rome Statute. And even there, I do know that states have helped a lot and NGOs have helped a lot, but there were many states who would tell you that, it's the US, because you too, why did you go and touch them? Why did you? So they were, Il faut la traduction. Okay. Donc, pour le cas des sanctions, c'est toujours un problème. Nous l'avons vu avec les États-Unis qui ont sanctionné la CPI, qui ont sanctionné moi. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement fait mon travail. À l'époque, beaucoup d'États m'ont dit c'est peut-être trop risqué d'aller contre les États-Unis. Donc ça, c'est un problème. Donc les sanctions, chaque fois qu'il s'agit de les appliquer, il y a toujours des soucis qui se posent. Vraiment une réponse rapide sur la Libye. Quel est l'espoir pour qu'il y ait autre chose que rien du tout? Well, at the moment, again, I can say that with Libya, a lot has been done. Of course, there were the arrest warrants against the late Gaddafi, then there were arrest warrants against Saif al-Islam Gaddafi, and there were also against al-Tuhami, and finally there was the arrest warrants against El Fali, which, as you know, we had difficulties going to Libya, but those investigations were one of the new strategies that I had put in place, in which we are able to use the internet to be able to do our investigations, and we came out with arrest warrants against El Fali. Unfortunately, he is now reported to have died. So that is another
challenge that we always face with respect to outstanding arrest warrants against people. Sometimes they just die on us before facing justice. But a lot of work has been done in Libya. I hope that this will continue. I'm no longer there, but I hope that the work will be continued in Libya. Et pour le cas de la Libye, nous avons beaucoup fait. Nous avons lancé des mandats d'arrêt contre Kadhafi, contre Saïf al-Islam, contre Al-Touhani, contre El-Walfali. Et dans le cadre de nos nouvelles stratégies, nous avons usé d'Internet donc pour mener nos recherches. Bon, malheureusement, d'après des sources, El-Walfali est mort. Et voilà, donc c'est toujours ces problèmes que nous avons. Le temps de boucler l'enquête, bon, les personnes sur qui pèsent des charges meurent avant que l'enquête ne soit bouclée. It was also the first situation in which we had, just Libya. It was first the situation in which we devised the memorandum of understanding between the Office of the Prosecutor and the Libyan authorities to be able to divide sort of the investigations on what we can do and what they can do. Just to show you that different strategies were tried to advance the investigations, and this matter was actually brought even to the attention of the UN Security Council at the time, and the office was very much commended for trying to make this division of labor to work. Toujours pour le cas de la Libye, c'était l'une des premières fois où il y a eu une sorte de protocole d'accord entre le bureau du procureur et les autorités libyennes pour un peu diviser les rôles. Nous, ce qu'on pouvait faire de notre côté, ce que les autorités libyennes pouvaient faire de l'autre. Et le Conseil de sécurité a même été impliqué dans cette initiative. Merci. On n'a pas résolu l'impasse libyenne, mais normalement, je crois que notre temps est terminé. On a commencé à 11h05, il est 12h33, donc vous ne nous donnez rien de plus, Bettina. Donc, monsieur l'ambassadeur, je suis désolé, mais je ne pourrais pas vous donner la parole. Peut-être après, sur un autre panel, j'espère que vous aurez l'occasion. Désolé. Merci en tout cas beaucoup à vous deux d'avoir répondu le plus sincèrement possible. Et puis merci aux organisateurs, évidemment. Et à tout à l'heure.